Les enfants de la République, Frédéric Aziza. Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité Ariel Veil. Bonjour. Bonjour. Alors, économiste, vous avez été le vice-président de l'agence de notation Moody's, la fameuse agence de notation Moody's France, et vous êtes aussi un homme politique, maire PS de Paris-Centre, proche d'Anne Hidalgo et aussi de Bernard Cazeneuve. Alors, votre actualité, c'est la contribution thématique que vous avez signée dans le cadre du congrès du Parti socialiste du mois prochain, au nom du Cercle socialiste des Amis d'Israël. Une contribution à l'origine de remous au sein du PS et d'attaques violentes de la part de LFI. Mais d'abord, et puisque c'est le principe de cette émission, Ariel Veil, quelques mots sur votre parcours. Vos parents sont des enfants de rescapés de la Shoah. Ces origines, cette culture, ce creuset familial mêlant bourgeoisie juive française et immigration juive polonaise, est-ce que ça a compté pour vous ? Est-ce que ça compte toujours pour vous ? Oui, bien sûr. Dans ma famille, on a à la fois un ancrage extrêmement fort en France. Du côté de mon père, on est français depuis le 19e, 18e siècle, et même parisien du côté de ma grand-mère. On est parisien depuis le 19e siècle. Et vous en êtes fier ? J'en suis très fier. Ma grand-mère est née d'ailleurs dans Paris-Centre, dans le centre de Paris. Elle est née dans le premier arrondissement il y a plus d'un siècle. Et alors, si elle était là, elle dirait mon petit-fils est ouais, j'espère qu'elle serait fière. Du côté, par contre, maternel, on est arrivé en France après la guerre, rescapé des camps, apatride. Donc j'ai dans mon histoire personnelle, à la fois l'ancrage, l'enracinement français et l'immigration, il y a 2 générations. L'immigration de rescapés qui sont arrivés donc apatrides. Ma mère a grandi à Paris, mais apatride. Apatride. Et donc, ça veut dire que, quelque part, vous ressentez ce que ressentent aujourd'hui les immigrés ? Bien sûr, bien sûr. On est tous des enfants d'immigrés. Je disais que je suis un Français de souche, mais de souche immigrée. Français de souche immigrée, c'est intéressant. Alors, vous êtes d'ailleurs le maire du secteur de Paris, où vos grands-parents tenaient, je crois, un restaurant rue Vieille du Temple, au cœur du Marais. Le Marais appelé le Pletzel, cette petite place juive en yiddish. Et ce restaurant, qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est devenu un restaurant branché, qui a aujourd'hui une terrasse dans une rue qui a été boisée, verdie, et par qui est très... pas par moi, mais enfin pas directement, mais j'ai participé. Les philosophes, ils s'appellent. À l'époque, j'ai participé à la concertation, mais j'étais simple habitant. Je savais pas que je serais un jour élu. Mais oui, le quartier est très à la mode aujourd'hui. Il ne l'était pas du tout à l'époque. Vous vous souvenez peut-être. C'était un quartier qui a été quasiment depuis le XVIIIe siècle a été un quartier qui avait connu une grande défaveur. J'en parle d'ailleurs. Dans un article qui est sorti dans l'IB aujourd'hui, où je parle de la démographie un peu, peut-être qu'on y reviendra. On va y revenir. Voilà. Et je raconte qu'en fait, bien sûr que le quartier, Paris n'est plus, et le centre de Paris n'est pas ce quartier populaire, hormis quelques poches, celle de la grand-mère de la grande bourgeoisie qui était née aux Tuileries. De l'autre côté, les grands-parents qui sont arrivés dans le Pletzel sont arrivés dans un quartier extraordinairement populaire, pauvre, et on vivait les uns sur les autres avec les toilettes sur le palier. Alors, toilettes sur le palier, mais en tout cas, vos parents. Père pédopsychiatre, mère psychologue, est-ce que ce sont Service public. Service public, est-ce que ce sont eux, est-ce que ce sont vos racines ou vos rêves qui ont forgé l'homme que vous êtes devenu ? Vous allez me dire tout. Alors, il faut que je m'allonge là. Voilà, devant un psychiatre. Mais oui, j'ai toujours pensé que dans ma vie, moi qui ai choisi de ne pas être un professionnel de la politique, c'est-à-dire de faire autre chose d'abord, qui me manquait sans doute une dimension d'intérêt général, même si je l'ai recherché dans mon travail d'économiste, et que l'accession à un mandat public, qui est parfois difficile, il y a des soirs, des journées, des week-ends qui sont un peu difficiles, s'inscrit pour moi dans la nécessité de un peu ce que les Américains appellent give back, c'est-à-dire de participer moi aussi de rendre ce qu'on nous a donné. à l'intérêt général. Mon père a choisi, lui qui était né et qui avait grandi dans la grande bourgeoisie, a choisi toute sa vie d'être un pédopsychiatre d'exercice public. Il a travaillé dans le secteur public. Il dirigeait même, il est mort jeune hélas, mais il dirigeait, vous savez, ce qu'on appelle un intersecteur psychiatrique de Paris. En gros, il s'occupait de la santé mentale des enfants et des adolescents parisiens, tandis que ma mère, elle a travaillé toute sa vie à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Et je pense que moi qui ai travaillé toute une partie, la première partie de ma vie, pour, on peut dire, le grand capital, en tout cas dans des grandes entreprises américaines, internationales, il me manquait sans doute, de faire quelque chose pour le service public. Et c'est ce que je fais depuis que j'ai ce mandat. Alors, il vous manquait peut-être quelque chose pour faire le service public. Ce qui vous a pas manqué, c'est les livres, la culture, l'école républicaine. Vous seriez aussi le même Ariel Veil sans tout ça ? Les livres, la culture, l'école ? Non, certainement pas. Je suis né... Sartre qui disait « Je suis né sans doute comme je mourrai au milieu des livres ». Moi, c'est mon cas. Je suis
parents intellectuels, on lisait énormément. Ouais. Dans ma famille, on lisait énormément. On a toujours eu des grandes bibliothèques et c'est vrai que les livres comptent énormément pour moi qui étudie la littérature, mais vous le savez. C'est quoi le dernier livre que vous avez lu? Le dernier livre que j'ai lu, alors j'ai cette fâcheuse tendance maintenant à avoir beaucoup de livres ouverts sur ma table de nuit, mais en ce moment je lis à la fois un polar, un bouquin d'histoire. J'ai découvert qu'Asimov. J'adore Asimov, Isaac Asimov, Les Fondations, avait écrit un livre de vulgarisation sur l'Empire. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. J'aime bien me balader dans les librairies et feuilleter les bouquins. J'achète jamais en ligne. Je vais dans les librairies, j'en ai beaucoup en bas de chez moi et dans mon quartier. Et donc je vais et j'ai tout ouvert un bouquin d'Asimov sur le misère, grandeur et misère de la République romaine. C'est pas Vladimir, c'est quoi son prénom? Isaac Asimov. Et le jour, je me baladais sur les quais, j'ai redécouvert les bouquinistes, c'est extraordinaire. Ouais, magnifique. On a fait d'ailleurs beaucoup de travail avec eux. D'abord, j'ai été le premier maire qui a inscrit un vote pour les soutenir dans l'inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et puis on a fait une exposition géniale à la mairie dans laquelle on a montré les portraits des bouquinistes. Finalement, ces gens dont on parle jamais, puisqu'on parle des bouquins, on parle des étals, et on parle pas des bouquinistes eux-mêmes. Là, on a montré leur bobine il y a un livre qui sort avec la bibliothèque historique de la ville de Paris. Ouais. Et il faut dire à nos auditeurs, allez chez les bouquinistes, les livres sont bon marché. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis surtout, il y a des bouquins qu'on trouve chez les bouquinistes qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Des livres historiques. Des éditions rares, des bouquins qui sont épuisés, on les trouve là-bas. Mais enfin, il faut aller aussi chez les libraires. Oui, mais les bouquinistes, il faut pas louper ça. Alors, tout commence par l'école républicaine. Celle d'aujourd'hui, l'école républicaine de votre enfance, est-ce qu'elles existent encore? C'est ce qui est marrant parce que mes enfants sont allés à la même école que leur mère, que leur grand-mère, pardon, plutôt. J'ai raté une génération. Moi, je suis allé. Leur mère, on précise pour nos auditeurs, c'est leur grand-mère. Ah, ouais. Ils sont à l'école et j'aime bien ça, qu'on est sur plusieurs générations dans les mêmes écoles. Ouais. L'école publique rare, d'aujourd'hui. C'est rare. Oui, c'est vrai. L'école publique d'aujourd'hui, encore une fois, je reviens sur cette tribune qui sort aujourd'hui dans l'IB, dans laquelle je défends l'école publique et je défends justement des accusations que les familles fuiraient Paris, qu'il y aurait plus d'enfants. C'est tout à fait faux. On va parler de ça. C'est la tribune. Donc c'est tout à fait faux. C'est la tribune qui est parue mercredi. Elle est parue mercredi. Voilà. Les familles fuient Paris. Vous dites c'est faux, mais on va en reparler. L'école avec la contestation de certains cours, de la transmission et du savoir. Ça va en tout cas, moi, je soutiens l'école publique. C'est extraordinairement important comme creuset de mixité sociale. Et aujourd'hui, elle est mise à mal. Elle est attaquée. C'est assez incompréhensible. Par ceux-là même qui sont censés la promouvoir, c'est-à-dire le gouvernement. Je ne comprends pas les décisions de fermeture brutale de classe et je me suis attardé et acharné vous savez que je suis un homme de chiffres, j'aime les chiffres, j'étais formé, j'aime les livres, mais j'aime aussi les chiffres et les statistiques. J'ai montré que la grande changement démographique... des études scientifiques. Voilà, la grande disparition des familles et des habitants, elle se passe dans les années 60-70, pas du tout depuis 20 ans, au contraire, grâce aux logements sociaux. Et c'est maintenant qu'on cherche à fermer massivement des classes à Paris. Ça n'a aucun sens. Et on s'appuie sur cela, sur des chiffres qui sont faux. On évoque la disparition des familles, et c'est tout à fait faux, et je le prouve. Donc je me demande pourquoi on dégomme aujourd'hui l'école publique, il faut la défendre. On va parler de tout ça tout à l'heure, on va vous demander aussi pourquoi on dégomme Anne Hidalgo et sa majorité dont vous faites partie. La laïcité, elle est remise en cause aussi. Oui. Absolument. C'est pourquoi? Parce que ça peut rapporter gros de remettre en cause la laïcité. Il y a une bataille idéologique qui consiste à dire que la laïcité, aujourd'hui, ce serait un truc de blanc, quoi. De blanc dominant. Et c'est une erreur fondamentale. C'est la gauche qui dit ça. Il y a une partie de la gauche qui dit ça. Il y a une partie de la gauche, il y a certainement LFI. Certains écolos aussi qui disent ça. Qui font partie de votre majorité à Paris. Peut-être. Vous savez, quand vous dites les écolos, parce que moi je suis écologiste, moi. Ouais. Vous parlez du parti LV, sans doute, qui était un parti, c'est vrai, un peu fourre-tout. Il y a des gens très très bien. Qui est devenu un parti d'extrême gauche. Je ne sais pas, ils sont orthogonaux à cette question du curseur gauche-extrême gauche. Il y a des gens qui sont très conservateurs chez les écologistes, chez le parti écologiste, mais c'est compliqué. C'est un assemblement de gens qui, pour une raison ou une autre, sont entrés là souvent parce qu'ils n'ont pas trouvé un accueil qui leur plaisait ou sur des thèmes qui leur plaisaient ailleurs. On les voit d'ailleurs souvent évoluer vers d'autres partis ou dans d'autres engagements. Et donc moi, je ne peux pas en parler de manière simple du parti LV. Bon, on va pas en parler alors. Parce que non, je ne peux pas en parler de manière simple en disant c'est des extrêmes. Par contre, LFI, c'est plus clair. Mais on en parlera. Vous parlez vous dites la laïcité pour certains, c'est devenu un slogan des Blancs, c'est ça que vous dites? Il y a une entreprise aujourd'hui d'attaque contre la laïcité, et moi je m'inscris dans les défenseurs de la laïcité. Il n'y a pas grand chose à changer aux lois de laïcité. À l'époque d'ailleurs, elles ont été plutôt construites
Et c'est un contresens historique de dire qu'elles sont à la défaveur aujourd'hui de, je sais pas, des immigrés, des enfants de migrés ou des musulmans, alors qu'elles ont été construites principalement avec comme objectif de sortir l'Église de l'État. Oui, mais à l'époque, les musulmans ne vivaient pas en France. Mais ce que je veux dire, c'est que la laïcité, elle a pour paradigme à l'époque dans la volonté de séparer, et d'ailleurs sans aucun mépris des religieux, c'est les curés, c'est l'Église qui est dans le viseur à l'époque, principalement. Et alors on poursuit, pourquoi je vous relance là-dessus? Parce que plusieurs enquêtes portant sur l'adhésion des élèves français à la laïcité indiquent que les élèves, et singulièrement les élèves d'origine musulmane, rejettent majoritairement la laïcité à la française. Qu'est-ce que ça dit ça dit sans doute de l'état de l'école, l'état de la France, de l'état du vivre ensemble. Ça dit sans doute que je veux bien y prendre ma part. Moi, la laïcité, c'est vrai, longtemps, ça m'a emmerdé. Je me disais, bon, ok, la laïcité, ça fait partie de... Vous avez demandé à quoi ça sert, c'est ça? Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on se disait, ok, on a compris, c'est comme être pour la paix dans le monde. Ok, c'est tout le monde est pour la paix. On l'a encore plus compris en 2015 avec le massacre de Charlie. Absolument. Charlie, et déjà avec les caricatures avant. Et les caricatures. Au moment c'est là que, pour 2012. Moi, en tout cas, je comprends que il y a un enjeu, que la laïcité, c'est pas acquis, c'est pas admis. Si vous voulez, ça faisait partie des thèmes. On se disait, ok, bon, très bien, comme le drapeau. Et puis là, c'est là que, pour moi, en tout cas, je comprends au moment des caricatures que le blasphème, le droit de blasphème, etc., ce cadre juridique, législatif qui a été construit patiemment par les pères fondateurs de la République, enfin ceux qui établissent la République quasiment de manière définitive en France, hormis si on veut la parenthèse, et encore de l'État français pendant la Seconde Guerre mondiale, on comprend qu'en fait, ils ont travaillé. La laïcité, c'est quelque chose qui s'est construit sur peut-être un siècle. Ça part des Lumières, et c'est ensuite les lois de la République qui l'établissent. Que c'était un outil extraordinaire et qui nous servait encore aujourd'hui. Et je fais partie de ceux qui pensent que la laïcité, aujourd'hui, on doit la chérir et on doit, au contraire, l'investir parce qu'elle nous protège et qu'elle protège aussi les uns et les autres, y compris les croyants. Ceux qui veulent... aussi bien ceux qui croient que ceux qui croient que ceux qui ne croient pas, y compris ceux qui croient. Voilà. Et autre sujet qui vous concerne, c'est votre parcours. Vous avez donc été vice-président, vous êtes économiste, vous avez été donc vice-président de Moody's France. Qu'est-ce qu'elles vous ont appris? Je crois que c'est 15 années passées chez Moody's. Ouais, ça, même un tout petit peu plus encore. Et je précise que vous avez commencé comme attaché culturel. J'ai fait, j'ai fait mon service militaire à l'époque comme coopérant à l'ambassade de France aux États-Unis. Oui. À Washington d'abord, il y a à New York, et voilà. Puis j'ai fait d'autres. J'étais consultant en stratégie, j'ai fait diverses choses. Mais ensuite, j'ai passé un gros bloc d'années dans une grande. J'ai pratiquement que travaillé pour des très grandes entreprises américaines. Et dont Moody's pendant très longtemps. J'ai d'abord appris une méthode de travail et de management. J'ai passé l'essentiel de ma vie à diriger des équipes plutôt focalisées sur la recherche, mais une recherche très opérationnelle. Je m'occupais, dans les dernières années, j'ai même créé une société de notation des PMI et des PME et des ETI, voilà, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. L'idée, c'était de noter la santé financière et de s'occuper de la dette. Mon grand sujet, c'était la dette. J'ai enseigné pendant des années à Sciences Po. Voilà. La dette. La France, c'est le mauvais élève de l'Europe? Est-ce que c'est le mauvais élève de l'Europe? La France a aujourd'hui une dette qui est... 3300 milliards. Elle est extrêmement importante. Elle est liée en partie à la crise Covid, dans laquelle on a relâché, à juste titre d'ailleurs à ce moment-là, Whatever It Takes. Vous savez, c'était la version française de Draghi. Comment vous dites? De Whatever It Takes, je crois que c'était la version française de ce que Draghi avait dit à la Banque Centrale Européenne au moment, quoi qu'il en coûte, au moment de la crise que j'ai beaucoup suivie, la crise souveraine, après la crise des subprimes, que j'ai couvert de l'intérieur. Moi, j'ai fait partie des équipes qui ont participé. J'en ai tiré d'ailleurs un bouquin qui s'appelle Le dessous du triple A. En 2009. En 2011 ou 2012. Et ensuite, pendant le Covid, il fallait le faire. La sortie de Covid n'a pas été une sortie de la dette, hélas. Et c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné retrouver des marges de manœuvre. Mais la question, c'était. Donc la question, est-ce que c'est la mauvais élève ou pas de l'Europe? On est très endetté et c'est sûr que ça nous gêne dans la politique publique. Et vous dites, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la dette, on aura des problèmes. Il ne faut pas laisser ces soucis de la dette à nos enfants, aux petits-enfants. Il faut trouver un moyen. La dette en soi, ce n'est pas un sujet pour moi. On peut avoir de la dette, ça dépend de ce qu'elle finance. Mais aujourd'hui,
on a une dette qui devient préoccupante puisque le service de la dette est devenu quasiment le premier poste de dépenses. Donc je crois, vous me corrigerez si je me trompe, c'est 60 milliards par an, c'est ça? Écoutez, je m'occupe plus de la dette maintenant, je ne regarde pas les chiffres au jour le jour. Mais on a aujourd'hui un service de la dette qui est à peu près équivalent à la dépense sur l'école. L'école, sur l'éducation. Hein. Qui devrait rester le premier poste, et ça c'est très bien. Et donc la France, mauvaise élève de l'Europe. Paris surendetté, c'est la plus mauvaise élève de la France? Non, ça je suis pas d'accord. C'est ce qu'on dit. Hein. Moi, j'ai écrit aussi sur ce sujet-là. J'interviens assez peu parce que vous savez, la dette et les finances, c'est géré au niveau de la ville et pas au niveau des mairies. Moi, je m'occupe des finances de ma mairie, ça me suffit. Mais je suis intervenu à quelques reprises assez rares dans le débat sur la dette parisienne pour dire plusieurs choses. C'est que à un moment donné, il y avait ce débat qui avait été installé idéologiquement, qui consistait à dire Paris devrait être mis sous tutelle. Mais non. Et je dis, arrêtez de dire des conneries. La dette parisienne, on peut considérer que c'est beaucoup. On est à 9 milliards de dette. On peut considérer que c'est beaucoup. Mais par rapport à quoi? Sur un budget à peu près équivalent. Le budget annuel, c'est 10 milliards, 11 milliards de dépenses peut-être. Donc, je dis que il faut comparer la dette à quelque chose. J'ai fait une intervention en ce sens, en me rendant compte qu'au fond, l'opposition parisienne, qu'on dirait volontiers affairiste, qu'on pourrait penser plus liée au milieu d'affaires, connaît rien en fait. Connaît rien à la finance. Parce que s'il connaissait quelque chose, il saurait que dans le monde de la finance, on regarde la dette par rapport à quelque chose. Or, ça a été mon petit apport de dire, regardez la finance par rapport aux actifs. Or, la dette parisienne a augmenté, certes, mais pas autant que les actifs. Elle est assise sur des actifs extrêmement importants, à commencer d'ailleurs par le logement social, qui est une politique, on peut être pour ou contre, mais on peut pas dire aujourd'hui que la ville de Paris est surendettée d'ailleurs. Regardez les agences de notation. Vous allez les vendre. Non, on pourrait, si on voulait les vendre, mais il y a d'autres manières de les mobiliser. Mais regardez les agences de notation, encore il y a 10 jours, et je l'ai commenté, Moody's, je peux le commenter maintenant, puisque je ne suis plus chez Moody's. Moody's a amélioré la perspective, alors même que la France a une dette comme sans égale dans l'histoire. Eh bien, Paris s'en sort bien, puisque sa perspective a été améliorée et passée de négative à stable. D'accord. Stable. Alors, il y a d'autres... Faut le faire, Frédéric. Ouais, c'est très bien. Tout le monde aimerait bien être dans votre cas, c'est ça? Je dis que ça trahit simplement que les investisseurs, et d'ailleurs les agences de notation sont des proxys d'investisseurs, ce qui compte, c'est pas ce que dit l'opposition, c'est que les investisseurs, les gens qui votent avec leur argent, comme je dis, ils n'ont jamais autant plébiscité le papier de Paris. Donc il y a des gens qui veulent prêter à la ville de Paris, ils sont beaucoup. On avance, il y a beaucoup de critiques concernant la ville de Paris, concernant... mais celle-là, en tout cas... Oui, Anne Hidalgo et son équipe. Critique, Paris est une ville sale, et critique aussi en ce qui concerne la circulation, que tout est fait pour chasser les automobilistes de Paris, et notamment de Paris-Centre, votre secteur. C'est vrai ou pas tout ça? Paris sale? Non, c'est faux. Alors, Paris sale, écoutez, je vais pas vous dire qu'il n'y a pas des jours où, comme le 1er mai, mais c'est la fête du travail, où j'ai pas trouvé qu'après une journée extraordinaire sur les quais, oui, j'ai eu une discussion avec le chef de la propreté chez moi, il y a des jours où je suis pas très content d'un certain nombre de sujets de propreté. Mais c'est difficile de dire Paris est sale, Paris n'a jamais été aussi sale. Est-ce que vous vous souvenez, quand j'étais plus jeune, on était tous plus jeunes, vous vous souvenez du sujet des crottes de chiens, par exemple. On marchait, c'était une blague. Réglé par Chirac avec les motocross. Réglé pas par Chirac, avec les motocross qu'on servait à peu près à rien. Réglé par Delanoë, un peu plus tard, en mettant des amendes si on ramassait pas. Aujourd'hui, les gens, grosso modo, par certains endroits, ramassent. Et vous n'avez plus ce sujet-là. Donc, quand les gens me disent ça n'a jamais été aussi sale, je leur dis ça dépend des sujets. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de fréquentation touristique, ce qui est plutôt d'une certaine manière bien, mais c'est vrai. Et les gens n'ont jamais mangé autant dehors à emporter. Donc, ça crée des problèmes qui sont difficiles à régler. Les automobilistes chassés de Paris? Pas du tout. Les automobilistes ne sont pas chassés de Paris. Il y a quand même des mesures qui ont été prises qui sont un peu compliquées à comprendre pour les automobilistes. Par exemple, place de stationnement augmentée, 18 € de l'heure pour un SUV, y compris électrique à Paris. Quartier entier interdit à la circulation. Non, il n'y a pas de quartier interdit à la circulation. C'est pas vrai. Non, mais je ne peux pas vous laisser dire ça parce que... La rue de Rivoli, c'est quoi? Mais alors, elle n'est pas interdite à la circulation. Elle est même d'ailleurs d'autant moins interdite à la circulation qu'elle est passée maintenant dans la zone à trafic limité. Ces zones à trafic limité qu'on a appliquées aux Italiens, qui les appliquent dans toutes les villes petites et grandes d'Italie depuis 30 ans pour protéger leur patrimoine, d'ailleurs principalement. Nous, c'est pour le patrimoine, mais c'est surtout pour la santé des habitants. Donc non, il n'y a pas du tout... Moi, j'adore d'ailleurs les vieilles voitures. J'en publie souvent sur mon compte Instagram. J'aime bien publier des photos de jolies voitures. Mais je vais vous répondre en tant qu'économiste. On a consacré une place beaucoup trop importante dans l'espace public parisien. Plus de 50% de l'espace public qui était dédié à la voiture, à la voirie. Je raisonne en tant qu'économiste. L'espace public est une denrée rare. Est-ce que elle doit, à minima, elle doit suivre l'utilisation des mobilités? Quand vous regardez comment se déplacent les Parisiens, c'est 15% en voiture,
Pourquoi 15% des modes de déplacement auraient 60% d'espace public? Ça n'a aucun sens. Il faut le rééquilibrer. D'autant plus le rééquilibrer quand vous prenez en compte ce qu'on appelle les externalités négatives en économie, c'est-à-dire en fait le poids tout chargé, y compris la pollution qui est générée par les bagnoles. On avance. Et donc qu'on mette un prix de stationnement qui soit commensuré avec la pollution et qui est lié quand même essentiellement au poids, eh bien ça me paraît tout à fait sain en tant qu'économiste. Et je pense que les économistes libéraux et même d'opposition devraient le dire. Ils sont d'accord. Ils sont d'ailleurs d'accord. Et on avance. Police municipale, non armée. Et quand on se promène dans Paris, on se dit, mais à quoi sert la police municipale? Est-ce que son boulot, c'est pas uniquement de mettre des PV? Mais pas du tout. D'ailleurs, pour une partie, c'est pas du tout son boulot. Ça a été externalisé à une société, on peut le regretter ou pas, mais la police municipale, c'est une police de proximité. Et d'ailleurs, tout le monde se félicite de ce qu'on ait retrouvé un peu les îlotiers. La police municipale, elle est là. Quand je vois dans Paris, c'est pour mettre des PV. Ils mettent des PV. À 10h du soir, y compris le week-end. Ils mettent des PV, effectivement, d'ailleurs, à ma demande, à des terrasses qui débordent. La police municipale, elle est là pour réguler cette nouvelle transformation de l'espace public. On m'a dit l'autre jour que des policiers municipaux ont mis une amende à un restaurateur qui avait une terrasse qui débordait de 3 cm sur le trottoir. Ça m'étonnerait parce que c'est du vécu. Écoutez, ils n'ont pas cette précision, ils ne prennent pas une règle pour 3 cm, mais dites plutôt tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, j'ai des habitants, moi, qui se désespèrent d'avoir, parfois, il y a dans les commerçants qui sont extrêmement nombreux, et nulle part aussi concentrés que dans le centre de Paris, il y en a, et heureusement c'est pas la majorité, qui sont indélicats, qui en profitent, qui exagèrent, qui mettent des terrasses qui débordent, qui les exagèrent au-delà des horaires et qui emmerdent le voisinage. Écoutez, ils sont bien contents que la police municipale soit là. La police municipale, elle est neuve, elle a 3 ans d'âge. C'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui l'a créée, quoi qu'on en dise. Et à l'époque, je vous rappelle qu'à l'Assemblée nationale, c'est même le gouvernement de l'époque qui avait fait échouer une première loi. Elle a été créée, elle a 3 ans. Moi, je me félicite de ce qu'elle soit là. On a 2000 policiers municipaux aujourd'hui. J'espère qu'il y en aura 5000, peut-être même plus. Si, je l'ai dit souvent à la maire de Paris, moi, si j'avais les ressources à mettre principalement, je les mettrais dans la police municipale parce que je vais vous dire, quand un policier municipal est dans la rue, il vous règle un problème de sécurité, quand il est pas armé, un problème de propreté et un problème de voirie. Quand il est pas armé. Mais pourquoi est-ce qu'il serait armé? Il y a la police nationale. Il est là pour Mais c'est une fausse polémique, ça. Bon. C'est une fausse polémique. La police municipale, elle n'a pas à être armée. C'est pas son job. Elle s'occupe pas des narcotrafiquants. Elle s'occupe pas du terrorisme. Elle s'occupe pas du terrorisme. Non, il y a pas de sujet. Il y a eu une polémique horrible. Il y a eu une polémique. Mais est-ce que vous avez déjà vu le cas? Ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant. Donc pourquoi est-ce qu'on va chercher? Mais là, vous reprenez à votre compte tout ce que, à longueur de journée, dit l'opposition parisienne. Et sur ce sujet, il se trompe, je crois, fondamentalement. D'abord, la police municipale n'a pas envie d'être armée. Elle n'a pas à l'être. La police nationale est toujours présente. Et moi, qui ai une réunion de sécurité avec mon commissaire et mon chef de la police municipale toutes les semaines, je vous dis qu'ils travaillent extrêmement bien ensemble et que le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, est extrêmement heureux d'avoir une police municipale qui permet de soulager les policiers nationaux et leur permettre de se concentrer sur leurs prérogatives à eux qui sont armés, c'est-à-dire les trafiquants de stupes, c'est-à-dire le terrorisme, c'est-à-dire les sujets qui requièrent, eux, d'être armés. Alors, on passe à la deuxième partie de cette émission, un peu liée à l'actualité. On a commémoré ce jeudi 8 mai le 80e anniversaire de la victoire de 1945. 80 ans après le 8 mai 45, que reste-t-il du message du 8 mai et quels enseignements faut-il en tirer pour le présent et pour l'avenir? 8 mai 45, la victoire sur les nazis. Écoutez, moi, j'ai eu ma cérémonie, comme chaque mairie, dans laquelle c'est très important pour moi. Dans chaque commémoration, nous avons toujours des classes qui sont là. J'ai eu 5 classes qui étaient présentes, leurs enseignants, leurs directeurs, et une historienne. J'ai toujours un historien invité pour dire l'histoire, mais il m'importe d'avoir aux côtés des associations mémorielles, d'avoir des jeunes. Et ce que je leur ai dit aux jeunes, c'est que ils arrivent 80 ans, c'est quoi? C'est pas simplement un anniversaire rond. 80 ans, ça veut dire que si vous ajoutez 20 ans, les gens qui avaient 20 ans, c'est jeune, hein. C'est l'âge de Madeleine. C'est l'âge de Madeleine Riffaut, c'est l'âge de Ginette Kolinka. Madeleine Riffaut nous a quittés l'année dernière après avoir fêté ses 100 ans, elle qui a eu 20 ans la veille de la libération de Paris. Et Ginette Kolinka est toujours là. Elle vient, on a fêté ses 100 ans d'ailleurs à la mairie. Elle vient témoigner devant les classes. Donc 80 ans, ça veut dire que aujourd'hui, il reste que les derniers, comme dit Sophie Naoum, c'est-à-dire il en reste très très peu. Et donc les mômes d'aujourd'hui qui sont là, qui viennent dans mes commémorations, je leur dis, vous êtes les derniers à connaître des gens vivants qui ont vécu cette période-là. Ça vous paraît incroyable, ça vous paraît vieux, mais vous, dans 80 ans, vous serez, ou dans 60 ans, vous direz à vos enfants ou petits-enfants que vous avez connu des gens et on vous croira pas. Donc retenez bien ce que vous vivez là maintenant. Vous vivez un moment de charnière incroyable dans lequel toute la mémoire va être celle des films, des livres, mais il reste encore quelques vivants. Quelque chose dans votre tête. Et on en profite, on fait des expos sur Ginette Kolinka. On a inauguré, je fais la pub, une exposition sur le groupe Manouchian.
Et la contribution des étrangers à la libération de la France, il faut en parler. Vous parlez de mémoire. L'expression yiddish « We got in Frankreich Leben », vivre heureux comme Dieu en France, comprendre comme un juif en France, a bercé la jeunesse de toute cette génération de juifs d'Europe de l'Est qui ont choisi la France pour fuir les pogroms dans les années 20. On est un siècle plus tard. Est-ce que vous dites aujourd'hui heureux comme un juif en France? Oui, c'est vrai, vous avez raison. D'ailleurs, vous parliez de siècle plus tard. Vous avez parlé de mes grands-parents. Eux, malheureusement, ils auraient eu plus de chances de s'en sortir s'ils étaient venus dans les années 1. Ils sont venus dans les années 40. Malheureusement, après avoir survécu. Et cette promesse était encore là au lendemain de la guerre. C'était rare de Pourquoi ils sont venus de Pologne en France? Ils sont venus de Pologne, ils sont arrivés à Marseille d'ailleurs. Est-ce que je dis ça aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un problème d'antisémitisme important. Et qui ressurgit. On le voit aux chiffres qui sont publiés sur l'incroyable disproportion, vous savez, le ratio entre le nombre d'incidents racistes qui sont antisémites par rapport au poids de la population juive qui se dit juive, qui se reconnaît comme juive dans la population française. Ça, c'est assez l'indicateur qu'on a un énorme problème. Est-ce que pour autant on est malheureux en France? Je crois qu'on a une grande différence avec ce qu'on a pu vivre dans le passé, y compris dans les années 30. Et attendez, avant de continuer... C'est l'incroyable, je dirais, prosémitisme ou tout simplement détermination des pouvoirs publics à lutter contre l'antisémitisme, il faut le saluer. Parmi dans le camp républicain, qu'il soit au pouvoir ou dans l'opposition, on a un arc républicain assez large dans lequel je crois que la détermination à lutter contre l'antisémitisme est irréprochable. On va parler de ceux que vous appréciez. Ça, c'est une différence. Oui, alors je cite aussi. Il faut citer. Je cite Emmanuel Levinas aussi. Il avait coutume de rappeler ses propos de son grand-père, qui vit en Lituanie, comme lui d'ailleurs, Levinas. Un pays qui se déchire, qui se divise pour sauver l'honneur d'un petit officier juif, c'est un pays où il faut rapidement aller. Il faisait allusion à Dreyfus. Et c'est ainsi que la famille Levinas a quitté la Lituanie en 1923 pour la France. Très bien, c'est pas de lui d'ailleurs ce propos. Qu'est-ce qu'il avait dit ça? Je me demande si c'est pas Théodore Herzl qui a écrit. Je crois que c'est Théodore Herzl qui a écrit cette phrase. Peut-être, mais il rappelle qui était journaliste, vous le savez, au moment de l'affaire Dreyfus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous encourager à aller hommage au musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui a une très belle exposition en ce moment sur Dreyfus. Alors Dreyfus et toute cette histoire, cette mémoire juive de France et de Paris, comment vous définissez-vous comme Français juif? Comme français ou comme franco-israélien? Je précise pour nos auditeurs, vous êtes né à Jérusalem en 1973. Ouais, vous ne sortez pas la double allégeance, là, qu'il n'y ait pas de confusion. 3 mois, je crois, avant la guerre de Kippour. Absolument. Je suis né en Israël, je suis donc israélien de naissance, mais je suis aussi français de naissance. Et vous êtes franco-israélien, vous avez le passeport israélien? Je suis israélien comme toute personne qui est en Israël, mais je suis français, de culture française, né de parents français, et il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis extrêmement français, et même parisien. Alors, moi, je refuse de me définir comme ça, parce que je pourrais vous dire plein de trucs. Je suis parisien du centre, c'est un sujet de blague. Je répugne parfois aller trop loin du centre de Paris et jusqu'à la banlieue. Je suis quelqu'un qui aime les croissants et le pain. J'étais à la fête du pain avec les boulangers encore hier pour le prix du croissant. Je suis quelqu'un qui aime les bouquins, vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime les polars, j'aime le vélo. Vous aimez tout, quoi. Mais je veux dire, il y a des choses que vous on se définit pas, aussi, on n'est pas réduit, à une appartenance ni nationale, ni ethnique, ni culturelle, ni religieuse. Et je déteste ceux qui font profession de réduire les gens à ce qu'ils sont par leur naissance ou par leur culture ou par leur religion. Mais en tout cas, vous l'avez en tête. On est ce qu'on se construit. Et vous êtes resté en Israël jusqu'à quel âge? 2 ans. Vous parlez hébreu encore? Oui, bien sûr. Ouais. Votre père, qu'est-ce qu'il faisait en Israël? Il était médecin, comme il a toujours été toute sa vie, médecin, psychiatre. Et il a joué un rôle pendant la guerre de Kippour? Il n'a pas joué un rôle puisqu'il n'était pas militaire, mais enfin oui, il a joué un rôle, il a fait partie de ces unités qui, jusqu'à aujourd'hui, vous savez, quand un soldat meurt, et on va annoncer à ses parents, il y avait un jour ce livre d'un écrivain célèbre israélien qui disait « Femme fuyant l'annonce ». L'annonce, c'est l'annonce quand vous voyez arriver trois officiers dans une maison israélienne, et malheureusement c'est le cas aujourd'hui. On sait ce que ça veut dire que vous avez un fils ou une fille parfois qui est tombé sur le champ de bataille, et donc mon père a fait partie en tant que médecin de ces groupes qui allaient annoncer les décès, et vous savez, à la guerre de Kippour, il y a eu beaucoup de soldats qui sont 2500. Je suppose que cette période, ça a marqué votre père. Est-ce que le 7 octobre, ça a ébranlé, ça a meurtri, ou ça a peut-être réveillé le juif qui est en vous, le 7 octobre? Non, ça n'a pas réveillé le juif qui était en moi. Je suis très... Parce que beaucoup le disent, c'est pour ça que je vous pose la question. Non, enfin, je pense qu'il y a peut-être des gens pour qui c'est une question pas à visiter. Moi, je suis très fier
d'être juif, ça n'a jamais été endormi en moi. Non, mais je vous pose la question parce que certains je le suis disent. un Français juif et plein d'autres choses encore, laïque, philosophe, amoureux des Lumières. Mais je n'ai jamais tué mon judaïsme et jamais. Et mon sionisme, j'ajoute. Vous ne l'avez pas dit encore. Ouais. Ah oui, je suis sioniste. Mais Je suis il faut sioniste. définir Attention. ce qu'est le sionisme. Mais j'ai pas besoin de définir le sionisme. C'est ceux qui le dénoncent qui doivent dire de quel sionisme ils parlent. Considèrent que Le sionisme, pour moi, c'est le sionisme de Theodor Herzl. C'est lui, c'est l'un des premiers pères fondateurs. C'est-à-dire dire que le droit, peuple juif a le droit d'avoir c'est le droit des foyer. juifs à avoir un foyer sur leur terre ancestrale, sur laquelle ils n'ont jamais cessé d'être présents, et ça n'a jamais été le projet, je vous rappelle, de ceux qui sont les pères fondateurs, c'est-à-dire Ben Gurion, c'est-à-dire tous ceux qui font des kibbutz, qui sont d'abord les seuls socialistes ou communistes de la Terre à avoir créé un système non coercitif, mais qui sont aussi des gens de gauche qui croient, qui sont laïcs, qui ne sont pas religieux, et qui croient à la possibilité pour plusieurs peuples de vivre sur cette terre. Mais plusieurs peuples, qui croient en la paix, dont après. les Juifs, Ouais. et dont l'État d'Israël. Quand j'entends un État palestinien, moi je suis très pour un État palestinien, pas dans n'importe quelle condition, mais je suis Mais très pour. certainement pas de la J'ai mer au toujours Jourdain. milité pour, mais pas de la mer au Jourdain. Ou alors, c'est un État binational. Il y en Alors a qui défendent ça. Pourquoi pas? On avance. La guerre entre Israël et le Hamas a eu des conséquences en France. Vous parlez d'antisémitisme à l'instant. C'est-à-dire une explosion de l'antisémitisme véhiculée par LFI sous couvert d'antisionisme. Jean-Luc Mélenchon et ses amis, ses camarades... Véhiculé entre autres par LFI, oui. Ouais, entre autres, après, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Multiplie depuis des années, singulièrement depuis le 7 octobre, les déclarations au relent antisémite, ce qui est d'ailleurs très documenté, très bien documenté dans le livre La Meute, publié mercredi dernier et écrit par deux journalistes, Charlotte Belaïch et Olivier Perrault. Est-ce que l'antisémitisme n'est pas désormais dans l'ADN de France Insoumise ? Je sais pas, la France Insoumise, c'est aussi une nébuleuse. Une meute, comme dit le livre que vous citez, que j'ai pas encore lu. Vous avez vu ce qu'a dit, Roussel, le patron du Parti communiste. La France Insoumise est une secte dirigée par le couple Mélenchon-Chikirou. En tout cas, c'est la thèse de la meute, mais qu'on connaissait déjà, puisqu'il y avait eu déjà des papiers, y compris des repentis, entre guillemets, enfin, de ceux qui ont été plutôt purgés, des purgés, qui avaient déjà dit pas mal de choses sur ce sujet, sur les fonctionnements internes très peu démocrates. C'est très intéressant, d'ailleurs. C'est Geoffrin qui avait sorti la semaine dernière une très belle tribune dans laquelle il cite Léon Blum, qui dit au moment, vous savez, où il garde la vieille maison, c'est-à-dire au moment de la rupture entre la CFIO, les socialistes, et les communistes. La SFIO, enfin Léon Blum qui fait partie des minoritaires qui restent socialistes. Cette maison d'ailleurs, au passage, à laquelle je suis très attaché, moi, la vieille maison socialiste. On va parler parce les qu'on sociodémocrates. Léon Blum dit quelque chose, il dit on peut pas imaginer que la manière de s'organiser dans le parti n'a pas de lien avec la manière dont on sera organisé si on vient au pouvoir. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été un opposant à Mélenchon, en tout cas depuis qu'il a créé son parti, parce que je pense que quand on est l'ami des dictateurs, quand on défend Maduro, quand on défend El Assad, quand on défend des dictateurs ou Poutine à certaines époques... Là, vous citez Mélenchon. Je parle de Jean-Luc Mélenchon. À plusieurs reprises, tout ça est documenté, comme vous l'avez dit. Eh bien, quand on aime les dictateurs, quand on aime le pouvoir, un pouvoir fort et dictatorial, eh bien, c'est qu'on soi-même, on n'aime pas trop la démocratie interne. Depuis tout ce qui a été, je connais pas l'intérieur de l'EFI, a plutôt tendance à aller dans ce sens-là. Maintenant, les langues se délient. Et voilà. Et donc, je trouve que Geoffrin a écrit un très beau papier là-dessus pour dire qu'il y a un lien, au-delà de l'anecdotique sur la manière dont s'organisent les partis, il y a un lien entre l'organisation interne et ce qu'on promet de faire si on arrive au pouvoir. Aurore Berger dit... À bon entendeur. Le nouvel antisémitisme, il y a en 3 mots, LFI. Je suis sûr que vous pensez la même chose. Non, je pense que c'est réducteur. Je pense que d'abord tout LFI, en tout cas ces militants ne sont pas antisémites, et il n'y a pas de l'antisémitisme, je dirais malheureusement, parce que c'était que LFI, ce serait simple. Il y a un antisémitisme qui est très diffus, il est toujours très présent dans une partie de l'extrême droite, il faut le rappeler, dont les pères fondateurs, on sait qui sont les collabos, sont des admirateurs des nazis, et on le voit, malgré tout ce que fait la direction actuelle du Rassemblement national pour le cacher, ça ressort toujours. Donc il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il est peut-être plus diffus aussi, mais c'est vrai qu'à l'extrême gauche, oui, je considère que LFI a parmi ses rangs des dirigeants qui
soit le sont, soit servent Vous pensez l'antisémitisme. à qui Je pense à des Thomas Porte, je pense à Rima Hassan, qui a des propos qui sont, Mélenchon qui aussi sont plus que antisémites d'ailleurs. Mélenchon a eu des propos qui réveillent l'anti-judaïsme. y compris en 2013 quand il parlait de quand il parle du peuple Moscovici déicide. qui parle comme la Mais finance bien sûr, quand il internationale. parle de Jérôme Gage en disant que, comment il dit, que la laisse de ses attaches communautaires, que Ouais. je cite de mémoire, c'est pas Ouais. très juste, le retient comme une chèvre à son piquet. Enfin, C'est fou. Et ce qui est terrible avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que je pense, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de fondamental, primaire chez lui, ou si c'est une construction cynique. Ce qu'on Électorale. sait, c'est que Jean-Luc Mélenchon fait partie de ceux qui ont été des farouches défenseurs de la laïcité. On a connu un Jean-Luc Mélenchon lui-même, il fait partie de ceux qui réfutent le terme d'islamisme, par exemple, le ridiculisant en disant qu'on est bien entendu qu'il fallait... D'islamophobie, oui. Islamophobie, voilà. Et disant que, défendant la laïcité, le droit à blasphémer. Et c'est lui qui a prononcé l'éloge à Charb. Hein, Bien sûr. En 2015. Et donc, on peut s'étonner du changement radical Alors on avance. de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Robert Badinter, il avait dénoncé ce qu'il appelait à l'époque la lepénisation des esprits. Est-ce que la mélenchonisation des esprits ne fait-elle pas autant de mal à la France que la lepénisation des esprits? Je sais pas. Moi, je suis pas un adepte de ces termes. D'accord. Je suis pas un adepte à outrance de la personnalisation de la politique. La question, elle se pose pas. Alors, Jean-Luc Mélenchon, on peut en parler. Son parcours est extrêmement déroutant. Mais s'il y avait que Jean-Luc Mélenchon et pas autour de lui des dirigeants qui posent problème, qui remettent sans cesse en cause la laïcité, ce serait pas un problème. Donc c'est plutôt cette dérive d'extrême gauche, on l'a connue d'ailleurs dans le passé, qui pose problème, oui, c'est vrai. Alors, vous avez parlé de Jérôme Gage à l'instant. 2 agressions contre lui au rassemblement du 27 avril de LFI contre l'islamophobie, au cri de sale sioniste et même de sale juif, ou encore PS partitionniste, et puis rebelote à la manif du 1er mai. Comment vous avez vécu ces 2 séquences Et puis quand on voit ça, quand on entend ça, on se demande, est-ce que l'antisémitisme n'est pas devenu une valeur de gauche? Ouais, c'est très D'une réducteur. partie de la D'abord, gauche. vous parlez de la gauche, mais de quelle gauche vous parlez? Moi, je Vous fais avez partie vu- de la vous avez- gauche. Attendez, vous avez vu ces réactions Alors, Jérôme Gage fait partie de la gauche. J'allais Ouais. dire que on s'est beaucoup, de la gauche soit un et des vieil filles, ami, ça. Ouais. on s'est beaucoup disputé avec Jérôme Gage parce on n'était pas sur le même curseur. Et là, vous retrouvez au même... À gauche, sur le même curseur. je le rappelle, a été fait partie des frondeurs Ouais, contre ouais. Hollande. Je lui reprochais à l'époque. Donc, il y a 2 dimensions qui sont orthogonales. Il y a à quel point on est de gauche sur le plan social et sociétal, et on peut l'être plus que moi, on peut se disputer sur ces sujets-là, et c'est très bien. Ça fait partie des débats légitimes à l'intérieur d'un parti, je pense au Parti Socialiste par exemple, ou dans la discussion avec des partenaires comme le Parti communiste. En revanche, le débat ethnicisant où l'antisémitisme n'a pas de place dans un parti Mais vous républicain. ressentez Et que donc- ça remonte Et à donc, la bien surface. sûr que je le ressens. C'est pour ça que moi, j'ai toujours été opposé à l'alliance avec LFI. Je considère qu'aujourd'hui, LFI n'est pas un partenaire possible pour la gauche. Mais quand vous dites c'est attention pour aux ça, formules. ça veut Non, dire mais que vous je considérez m'oppose à la formule la gauche. Je ne sais plus ce que vous avez dit, mais enfin, la gauche serait antisémite. Non, attention. Non, j'ai pas dit la gauche De même que je ne vais antisémite. pas dire des républicains de droite qu'ils sont J'ai- antisémites parce qu'il y a une extrême J'ai droite. demandé si pour une partie de cette gauche, Oui, pour une partie de l'extrême l'antisémitisme gauche. n'est pas devenu une valeur. Sans une valeur, sûrement, en tout cas un cri de ralliement, un point de ralliement, oui. Voilà. Moi, j'étais avec Jérôme Gage le 27 mars dans la manifestation des femmes. On était passé de la manifestation, j'allais dire générale, à, c'est triste de le dire, la manifestation de Nous Vivrons. On a tout entendu. Je l'ai vu se faire, effectivement, il est plus reconnaissable que moi. En tout cas, il est plus connu, il a une plus grande notoriété. Moi, je suis passé inaperçu. On m'a rien dit. Mais lui, on l'a traité de sioniste déjà à l'époque. Enfin, c'est quand même incroyable. Nous Vivrons, ils étaient parqués. Rue Ouais, Notre-Dame dans de une petite Nazareth, rue, ouais. à distance du cortège. Protégé par des Et camions ils ont dû CRS. être protégés. On a dit tout et n'importe quoi, qui faisait partie de l'extrême droite, parce qu'il y avait un autre cortège différent, qui n'avait rien à voir. Donc, j'ai vécu ça. Bon, le 1er mai, je lui parlais à Jérôme le jour même. Il ne sait pas dire si c'est des black blocs traditionnels, ces casseurs, vous savez, qui ont infiltré à peu près toutes les Mais il y a eu manifestations. avant le 27 avril. Ou hein. si c'est, voilà, on n'a pas fait le lien avec. Mais les moi, filles. pourquoi je vous parlais de ça aussi? Parce qu'il y a eu les réactions. Celle de Tondelier, qui n'a pas voulu dire que c'était antisémite et puis qui a même dit qu'en gros, c'est une provocation de Jérôme Gage. Celle de Lucica, c'est pareil. Et Ségolène Royal, je pense que vous avez voté pour elle en 2007. Ségolène Royal, Ségolène Royal, écoutez, qui a même franchement. excusé les Pourquoi anti... vos collègues continuent à l'inviter Non, mais pour vous faire la avez- foire? Ouais. Ségolène Royal, elle dit tout et n'importe quoi. Elle commente les crimes et les faits divers. Elle commente à peu près n'importe quoi. Soyons sérieux. Par contre, Marine Tondelier est actuellement une dirigeante d'un parti. Et donc là, ça vous a choqué ce qu'elle a dit? Bien sûr. Et ce qu'elle dit est important. Ouais. Je mets de côté
Ségolène Royal. Franchement, on s'en fout. Ouais, mais Tondelier, elle fait partie de... Marine Tondelier, elle a typiquement un truc qui, en plus, et je reconnais d'ailleurs à mes collègues et à mes amies militantes féministes, de souligner à quel point, quand il s'agit des femmes et d'un viol, on est toujours prêt à mettre en avant la responsabilité de celle qui serait fait violer. Elle avait qu'à passer bien comme ça, puis elle est passée à un tel lieu. C'est inadmissible. Une victime n'a jamais à être blâmée pour ce qui lui arrive. Et donc, quand Marine Tondelier dit, d'ailleurs, on voit bien qu'il l'a un peu cherché, finalement, en faisant une conférence de presse, je sais plus ce qu'elle dit. C'est proprement scandaleux. D'ailleurs, elle le dit. Et le lapsus, c'est incroyable. Elle dit à un moment donné, on lui dit que vous voulez parler d'antisémitisme à la gauche ou à l'extrême gauche, je sais plus. Elle dit non. Elle dit, je veux pas en parler. Ouais. Je veux pas en parler. Ouais. Voilà. Quand on veut pas parler d'un sujet qui est un sujet qui est présent, on a un problème comme dirigeant politique, c'est sûr. Ça veut dire qu'il y a deux gauches irréconciliables. Hein. Mais c'est vos mots là, vous citez. Non, mais c'est pas les miens. En permanence. C'est Manuel Valls qui dit ça. Mais Manuel Valls a dit ça, vous le citez là. Je vois pas en quoi c'est la conclusion logique de notre discussion. Non, c'est pas la conclusion. Il y a à gauche des gens qui sont à l'extrême gauche, qui se réclament de la gauche. Pour moi d'ailleurs, ils sont pas de gauche. Ouais. Je vois pas comment on peut être de gauche et anti-laïcité. Et pas s'inscrire dans la laïcité républicaine. Là, vous parlez de Mélenchon ou de Je parle de Mélenchon et je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parle d'une partie des LFI aujourd'hui. Voilà pourquoi je considère que la gauche, c'est pas eux. Et qu'on peut pas s'allier avec eux. Et il faut qu'on avance, il reste 5 minutes avant la fin de l'émission. Donc c'est pas la gauche. C'est pas la gauche. Mais c'est une partie importante des cadres politiques, oui, vous avez raison. Vous avez signé avec, je crois, une vingtaine de socialistes, de militants socialistes, d'élus socialistes, de dirigeants socialistes, une contribution thématique dans le cadre du congrès du Parti socialiste qui a lieu le mois prochain. J'en ai signé plusieurs. On m'a sollicité sur un certain nombre On va parler de ça. C'est une contribution au nom du Cercle socialiste des Amis d'Israël. Une contribution qui commence ainsi, je lis, le Parti socialiste a défendu le sionisme avant même de prendre le nom qu'il porte aujourd'hui. Pourtant, il est devenu difficile d'assumer cette position en son sein, c'est-à-dire au sein du Parti socialiste. C'est pour offrir un espace aux Amis d'Israël, mais aussi pour réconcilier socialisme et sionisme que nous annonçons par cette contribution thématique la création du Cercle des Amis d'Israël. Une contribution qui vous a d'abord valu les foudres des dirigeants et militants de LFI et qui a été ensuite retirée du site du Parti socialiste. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné, peut-être le plus meurtri ? C'est d'avoir été ciblé par Mélenchon et ses amis ou c'est pas du tout. Par cette censure du PS ? Je termine la question. Rien m'a meurtri. Je trouve ça étonnant, effectivement, qu'on retire une contribution. Je ne sais pas si ça a été le cas pour d'autres contributions. D'autant que retrait je ne suis pas l'auteur de cette contribution. Ma société pour la signer. Dans l'ensemble, elle était pas mal. Il y a quelques phrases que je n'aurais pas écrites comme ça et qui sont un peu. Voilà. Mais ce n'est pas le sujet. Cette contribution, elle avait été revue par une des porte-paroles des dirigeants du Parti socialiste. Sénatrice Nara Siguin. Voilà, Corinne Nara Siguin. Qui mercredi a demandé au Sénat que la France reconnaisse l'état de Pour m'intéresser au sujet depuis cette histoire sur la contribution, il m'a été montré par ses rédacteurs les échanges dans lesquels elle a fait retirer des formules qui ont été retirés, qui mettaient en cause en particulier le fait que les dirigeants du Parti socialiste citent des chiffres du Hamas, etc. Bon, bref, tout ça a été... Donc, attendez, on précise les choses. Cette contribution, pardon, c'est pas une tribune, c'est une contribution. Cette contribution. On précise les choses, parce qu'ils écrivaient, ça a été retiré, que le Parti socialiste n'avait pas à reprendre à son compte les chiffres du Hamas. Bon, cette contribution, elle a donc été modifiée à la demande de... Ce que je comprends après coup, je n'ai pas été dans le détail de tous ces échanges. Elle a été modifiée à la demande des dirigeants du Parti socialiste, socialiste, j'entends bien. Et donc Olivier Faure. Dont les représentants d'Olivier Faure, censure, qui ont demandé à ce qu'elle soit modifiée pour pouvoir être publiée, pour respecter les règles internes. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Avant une censure. Pour respecter les règles internes. Et donc, dès lors qu'elle a été modifiée à la demande des dirigeants du Parti socialiste, ça paraît très étonnant qu'elle soit ensuite retirée. Voilà, bon, pas besoin de faire des polémiques là-dessus. Ce que je retiens et qui est intéressant, c'est ce que vous avez lu, c'est que oui, si c'est l'idée d'un cercle socialiste, des Amis d'Israël qui est gênante pour certains, alors là je la défends farouchement. Peut-être pas chaque phrase du texte, mais alors justement, regardez les travaillistes anglais, les sociodémocrates allemands ont des tels cercles d'Amis d'Israël en leur rang. Qu'est-ce que ça a de choquant ? Quand j'ai défendu la future place Shimon Peres qui sera donc créée à Paris, j'ai rappelé les liens extrêmement forts entre les socialistes français et pendant des décennies et jusqu'à François Mitterrand compris d'ailleurs, que cite beaucoup Shimon Peres, entre eux et les travaillistes israéliens. Et je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi ces liens ne sont pas plus forts, comme ils le sont avec les Anglais depuis leur décarbonisation. Pourquoi ? Parce qu'Israël est le mot sionisme. Je le regrette, je pense, vous avez raison, d'une certaine manière, je crois que le mot sionisme, comme le mot d'islamophobie, il y a une bataille culturelle. C'est une élue d'ailleurs de Strasbourg, socialiste,
Pernelle Richardot, qui le dit très bien. Elle dit finalement, Jean-Luc Mélenchon a peut-être gagné la bataille sémantique, la bataille idéologique, la bataille culturelle, en proscrivant pratiquement certains mots, ou au contraire en inscrivant des mots comme islamophobie dans le registre attendez, sémantique. laissez-moi vous poser une question. Attendez, donc je vous dis ça pourquoi ? Parce que sionisme, moi je revendique le fait d'être sioniste. Le sionisme, pour moi, c'est une idéologie pacifiste, socialiste, qui est une idéologie de paix. Et d'abord, elle est cela. Avant, évidemment, qu'il y ait un sionisme de droite, d'extrême droite, même aujourd'hui, dont certains s'en emparent. Et je considère qu'il est très impur, d'ailleurs, ce sionisme. Et d'ailleurs, vous écrivez dans la tribune que vous ne soutenez pas le gouvernement de pas du tout. Netanyahou. Moi, je soutiens les travaillistes israéliens. Voilà, je suis proche, en tant que socialiste, des travaillistes israéliens qui sont extrêmement opposés au gouvernement israélien actuel. Il y a une partie de cette contribution qui vous a été reprochée parce que vous considérez que vous écrivez que les mesures qu'Israël prend pour limiter les pertes civiles et sont absolument uniques dans l'histoire de la guerre. Ouais, je disais, c'est pas la phrase que je trouve la plus à droite parce que. On vous a reproché ça. Vous assumez ou pas ? Non, je trouve cette phrase maladroite. Et je vais vous le dire pourquoi. Parce que, certes, je pense que l'armée israélienne est une armée extrêmement démocratique par le simple fait qu'elle conscrit tous les citoyens. Tout le monde y va. Donc, il y a une surveillance des citoyens sur l'armée qui est quasiment nulle part dans le monde. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des crimes de guerre ? On le saura. Il faut une commission d'enquête. Commission d'enquête, d'ailleurs, sur les événements du 7 octobre à laquelle Netanyahou s'oppose. C'est un scandale. Je crois que c'est vous-même qui l'avez dit, que Golda Meir, vous avez dit vous-même que Golda Meir avait démissionné à la suite d'une commission d'enquête 6 mois après la guerre de Kippour. Et c'était une dirigeante d'une autre trempe, que Benjamin Netanyahou. Dernière question, en conclusion de la contribution, vous appelez, je vous cite, à voter au Congrès uniquement pour les candidats qui affirment clairement l'impossibilité de toute alliance avec la France insoumise, et vous ajoutez aujourd'hui, nous appelons à un cordon sanitaire clair entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Ça veut dire que vous mettez un signe inégal entre LFI et RN. Non, je mets pas un signe égal parce que je mets pas un signe égal entre, en tout cas historiquement, un parti qui a appelé, qui était raciste, qui revendiquait le racisme et l'antisémitisme, et un parti qui l'est malgré lui. Mais je dis qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, je suis très clair là-dessus. Je soutiens au sein du Parti socialiste ceux qui souhaitent qu'on en finisse définitivement. Moi, j'ai toujours souhaité avec les alliances, des alliances avec LFI ou l'ANP ou l'NPA. D'ailleurs, on en parle jamais. Le NPA, c'est vrai qu'il y a le NPA aussi. Dernière question, est-ce que ça veut dire que pour vous, le Parti socialiste dirigé aujourd'hui par Olivier Faure et Olivier Faure lui-même sont soumis aux insoumis, que Olivier Faure est soumis à Jean-Luc Mélenchon? Tout ça, c'est des formules. Bah oui, c'est une question. Tout ça, c'est des formules qui... J'aime pas les formules qui claquent et ils sont pas soumis. Je considère qu'aujourd'hui, les dirigeants du Parti socialiste, en tout cas, j'ai très mal vécu les dernières années. Je considère que alliance électorale avec... on aurait pu faire des accords de désistement républicain. Je l'ai écrit d'ailleurs dans des tribunes. Et je considère qu'on n'avait pas à faire un accord thématique, un accord programmatique avec des gens dont trop de choses nous séparent. Merci en tout cas Ariel Veil d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonne journée, bonne fin de journée sur Radio J et puis à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.